ce processus, donc il est plus lent que le processus rapide, ça vous avez bien compris, se fait à des densités neutroniques qui sont aussi plus faibles. Et voilà, j'ai récupéré un petit chemin dans la table de Mendeleïev qui vous montre un petit peu le chemin qui est suivi par ce processus de capture lente de neutrons. Vous voyez, ça se fait sur des temps typiquement de l'ordre de la centaine de milliers d'années, ce chemin total, donc c'est assez long. Et voilà, là, vous voyez, on voit du cuivre. Donc, il y a un chemin, alors il y a plusieurs probabilités, mais ça, c'est le chemin le plus probable, donc qui part du cuivre, va vers le zinc, le gallium, etc., etc. Et en gros, on arrive sur les numériques atomiques qui sont proches, donc le proton, strontium, etc. Voilà. Donc ça, c'est le chemin le plus probable, encore une fois. Il y a d'autres chemins possibles, mais ça, c'est le chemin le plus probable pour le processus de capture lent, donc qui se fait dans le stade de géante rouge, principalement, donc plutôt à partir du moment où l'étoile fusionne son médium. Donc il y a des voies parallèles qui sont évidemment beaucoup moins dominantes. Hein. C'est vraiment il y a très peu de matière qui est fabriquée comme ça, qui est synthétisée comme ça, mais c'est quand même un processus qui existe dans ces étoiles-là. Et donc voilà, en gros, tout ce que ça peut, tous les éléments qui peuvent être fabriqués au cours de cette capture lente de neutrons. Donc ça, c'est pour le processus lent. Alors, j'étais passé un peu vite aussi sur le processus lent, hein, c'est celui-là, je rappelle, ce processus-là. Donc, il se fait principalement dans cette phase de géante rouge. L'autre processus qu'on avait vu, lui, c'est le processus rapide. Ce processus rapide, donc à l'inverse du processus lent qui est à peu près à 10 puissance 8 neutrons par centimètre cube, processus rapide, bon, et l'autre chose qui est importante sur laquelle je reviens, c'est que à chaque étape dans ce processus lent, il y a une compétition temporelle entre d'une part la capture de neutrons et d'autre part la désintégration en bêta+. Donc en gros, soit on a le temps de capturer plus de neutrons, et à ce moment-là, on fait des isotopes plus lourds, soit on n'a pas le temps, il y a une désintégration bêta. Et donc c'est pour ça qu'à chaque étape, on produit des noyaux qui sont stables parce qu'ils ont un faible flux de neutrons, donc ce sont des isotopes qui ne sont pas très éloignés de la vallée de stabilité. Voilà le fond de la vallée qui est sur ces diagrammes. Et donc, on arrive à synthétiser tous ces différents éléments. Alors, à l'inverse, donc il y a le processus rapide qui, lui, se fait plutôt dans les phases de supernova, donc dans l'explosion d'étoiles, comme on l'a vu, et aussi dans les phases de fusion d'étoiles à neutrons. Donc, je voulais un peu revenir là-dessus parce que, vous voyez là, pour le processus lent, on est vraiment au fond de la vallée. Le processus rapide, en fait, la désintégration bêta n'a pas le temps de se faire parce qu'on a rapidement un flux de neutrons qui est de l'ordre de 10 puissance 20 neutrons par centimètre cube, donc ça va très vite. On fait des noyaux très instables, mais comme ils n'ont pas le temps de se désintégrer et capturer encore plus de neutrons, ça tient comme ça pendant quelques temps. Et là, donc voilà, en gros, les neutrons qui sont, enfin les isotopes, qui vont produire des noyaux stables. Donc, vous voyez qu'à l'inverse de la capture lente où on montait tranquillement ce petit chemin dans le fond dans la rivière qui est au fond de la vallée, là, on s'éloigne vraiment de cette rivière qui est au fond de la vallée. On a un processus dit rapide, mais il y a quand même donc à chaque fois des noyaux stables qui vont se former à partir de ce processus rapide qui, lui, à l'inverse de la capture lente qui se fait en 100 à 100 000 ans, c'est l'échelle de temps, hein. Là, on est sur des échelles de temps de 10 millisecondes à 10 secondes, d'où le nom rapide. Et donc là, on part du cuivre et vous voyez, on va reformer les mêmes éléments, hein. On forme tous les éléments de la table de Mendeleïev, tous ceux qui sont plus lourds que le fer, mais de façon rapide. Et en s'éloignant beaucoup de cette vallée de stabilité, puis après, on rejoint cette vallée de stabilité par des intégrations bêta. Voilà. Et donc, c'est ça
alors, les processus R, on peut les voir en fait dans les phases de géométrie des étoiles. On peut voir des éléments lourds formés, synthétisés au cœur des géants, enfin, dans les géantes rouges. Le processus S, évidemment, on peut le voir seulement dans les processus de supernova ou alors les processus de fusion d'étoiles à neutrons. Alors, supernova, ça on a déjà vu. Et on a des, comme je vous avais montré, on a des observations qui montrent qu'il y a des atomes lourds qui sont forgés et qui sont détectés ensuite dans les environnements, dans les résidus supernova. Ça, on les voit. Et ce que j'avais oublié de vous montrer, et je voulais mentionner, mais je ne vous l'avais pas montré, c'est que on l'a vu aussi, ce R process, dans les fusions de binaires d'étoiles à neutrons. Alors, je dis les, on en a détecté plusieurs des fusions, mais on n'a détecté qu'une seule fusion sur laquelle on a pu faire de la spectroscopie, c'est-à-dire sur laquelle il y a ce qu'on appelle une contrepartie électromagnétique, c'est-à-dire qu'on voyait autre chose que l'onde gravitationnelle. On a détecté plusieurs binaires d'étoiles à neutrons qui fusionnaient ensemble grâce à l'onde gravitationnelle. On n'en a détecté qu'une qui était concomitante à une détection électromagnétique. Donc là, vous voyez sur ce diagramme, là, vous voyez la fréquence de l'onde gravitationnelle. Ça, vous voyez ici, sur l'axe des X, c'est le temps à partir de la fusion, le merger, comme on dit en bon français. Et donc là, vous voyez le temps, et c'est en secondes, c'est rapide, hein, la fusion. Donc ça, c'est vraiment la dernière étape où les deux étoiles à neutrons se rapprochent l'une de l'autre. Et vous voyez qu'elles vont fusionner, donc elles tournent de plus en plus vite l'une autour de l'autre sur leur orbite. Leur orbite décroît uniquement par perte d'énergie gravitationnelle, du fait de l'émission d'ondes gravitationnelles. Et vous voyez, on passe de 50 à 400 Hertz, c'est-à-dire que les deux étoiles à neutrons, qui, je le rappelle, font 10 km en gros de rayon, se tournent autour au départ à 50 fois par seconde, c'est déjà pas mal. Et je ne parle pas du spin de chaque étoile à neutrons, je parle vraiment de la rotation sur l'orbite. Donc au départ, c'est 50 fois par seconde, et puis à la fin, c'est 400 fois par seconde. Donc c'est vraiment très, très rapide. C'est des énergies colossales qui sont en jeu. Et à la fin, donc, on a ce signal qui est en fait la signature de la fusion d'étoiles à neutrons en ondes gravitationnelles. Et en même temps, donc ça c'était un événement en 2017, en même temps, on a les courbes de lumière. Là. Alors ça, c'est un satellite qui s'appelle Intégral qui observe dans les rayons gamma, donc en gros supérieur à 100 kV, donc rayon X dur, rayon gamma mou si on veut. Et là, on est sur détection avec Fermi, qui est un satellite qui observe dans des énergies un petit peu plus élevées, jusqu'à 300 keV, enfin de 10 à 300 keV. Alors 10 à 50 keV, on est dans les rayons X, et 50 à 300 keV, on est plutôt dans gamma. Donc, vous voyez que le merger, il est indiqué, donc la fusion d'étoiles-neutrons est indiquée par cette ligne noire. Et vous voyez, 2 secondes plus tard, on a une signature électromagnétique. Ça veut dire qu'on a la détection en rayon gamma de la fusion. Donc, ça veut dire que les étoiles à neutrons, d'abord, émettent cette onde gravitationnelle qui se déplace à la vitesse de la lumière. Et 2 secondes plus tard, on a des rayons gamma qui sont émis. Donc, ils sont vraiment émis 2 secondes plus tard, après la fusion des étoiles à neutrons. Ils sont émis par différents processus, en particulier d'ondes de choc, quand la matière se mélange dans l'étoile à neutrons. Les deux signaux vont à la vitesse de la lumière, hein, le signal gravitationnel et le signal, évidemment, rayon gamma, c'est les photons. Et alors, donc voilà, donc ça c'est le contexte. Donc, voilà, donc peut-être que probablement qu'Alexis en reparlera quand il fera le cours sur l'astronomie multimessagère, c'est même sûr, d'accord, parce que c'est l'événement avec un grand E qui a en fait été l'avènement de l'astronomie multimessager, puisqu'on avait à la fois la détection d'ondes gravitationnelles et puis on avait la détection en rayon gamma, et maintenant je vais vous montrer aussi en électromagnétique au niveau infrarouge, optique. Et la seule chose qui manquait, c'était en gros les neutrinos et les rayons cosmiques. Et là, donc sur la droite, je montre un diagramme qui représente, donc ça, ce sont des spectres en fonction de la longueur d'onde. Les petits numéros, là, c'est des détections post-fusion, c'est-à-dire que ça, c'est un spectre observé 1,5 jours après la fusion des deux étoiles à neutrons, 2,5, 3,5, etc., jusqu'à 10,5 jours.
Vous voyez donc qu'il y a eu fusion à un moment donné, fusion des deux étoiles à neutrons, ça c'est ce signal d'onde gravitationnelle. 2 secondes plus tard, on a un signal gamma qui après, d'ailleurs, disparaît. Hein. Vous voyez, le signal gamma, on l'a que une seule fois, il ne dure pas longtemps, il dure en gros typiquement 1 seconde. Hein. Et ça doit vous faire penser au sursaut gamma dont on avait déjà parlé quand on a fait le cours sur les distances, qui sont des événements très énergétiques mais très courts, qui durent de l'ordre d'1 seconde. Et donc, après, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, il y a un signal aussi de l'ultraviolet en infrarouge, donc de 0,3 à 2,5 micromètres. On a un signal qui est d'abord très fort. Vous voyez, ça c'est 1,5 jours, 2,5 jours, 3,5 jours, 4,5 jours, etc. En fait, tous ces spectres-là, ils sont à la même amplitude. La seule chose qui change, c'est qu'on les a décalés pour bien voir ce qui se passe. D'accord ? Mais sinon, vous voyez que le spectre à 10,5 jours, il est plat, alors que le spectre à 1,5 jours après, la fusion, il y a une grosse bosse là, qui se trouve dans le visible, dans le domaine du visible. Et alors, qu'est-ce qu'on voit sur ce spectre-là ? Eh bien, on voit qu'il y a plein d'éléments lourds qui apparaissent. Ce sont des raies d'émission. Ces raies d'émission, ce sont des raies d'atomes lourds qui ont été produits par air process, par le processus rapide de nucléosynthèse. Donc, autant jusqu'alors, c'était plutôt quelque chose de théorique, qu'on arriverait on pourrait produire des éléments lourds lors de fusion d'étoiles à neutrons, autant depuis 2017, on a la preuve qu'on a vraiment des détections d'éléments lourds synthétisés lors de fusion d'étoiles à neutrons. À tel point qu'aujourd'hui, on n'est pas complètement sûr qui produit le plus d'éléments lourds. Est-ce que ce sont les étoiles à neutrons lorsqu'elles fusionnent, ou est-ce que ce sont les supernovas qui produisent ces éléments lourds? Il est tout à fait possible que la plupart des éléments lourds qui nous constituent, qui se trouvent sur Terre, dans le système solaire, comme on va le voir tout à l'heure, eh bien, la plupart de ces éléments lourds sont en fait forgés, pour la plupart d'entre eux, au cœur des fusions d'étoiles à neutrons. Voilà, donc je voulais insister là-dessus parce que j'ai eu quelques questions là-dessus, sur ces processus-là. Donc voilà, c'est quelque chose qui avait été prédit et qui a vraiment été observé lors de ces événements-là. Une autre question qui est revenue, c'est sur les fréquences. Alors, je viens de vous parler des fréquences observées sur les ondes gravitationnelles, et puis je vous avais fait écouter, vous vous souvenez, les pulsars. Donc, quand on parle de fréquences, on parle en Hertz, hein, évidemment, en 1 sur le temps. Alors, ces fréquences-là, évidemment, ne sont pas des fréquences qu'on écoute à l'oreille, puisque c'est d'abord des signaux qui sont souvent faibles, hein, et puis souvent, ils ne sont pas dans la fréquence audible à l'oreille humaine. Donc, par exemple, quand je vous ai fait écouter les pulsars, ce sont des signaux qui sont audibles en radio, si je puis dire. Donc, évidemment, nous, on n'a pas des oreilles radio, on ne va pas écouter en radio. Si ils émettaient dans la bande de fréquences qu'on peut écouter, on peut toujours les transcrire dans une bande audible à l'oreille, mais de toute façon, c'est des fréquences qui sont électromagnétiques qui ne sont pas les mêmes que ce qu'on entend à l'oreille, nous, parce qu'on entend, nous, des vibrations de l'air. Or, il n'y a pas d'air dans l'espace, donc évidemment, on ne va pas entendre directement à l'oreille le son qui nous provient de l'espace. Donc, ces fréquences-là qu'on observe, c'est des fréquences qui sont détectées. Là, ce que je vous montre là, sur l'onde gravitationnelle, ce sont des fréquences qui sont détectées dans les interféromètres, là, Virgo. Les fréquences que je vous avais montrées sur les pulsars sont des fréquences qu'on écoute sur des radiotélescopes, qu'on peut aussi écouter si c'est émis dans d'autres bandes énergétiques, on peut les écouter en rayons X, par exemple. Voilà. Ce ne sont pas des fréquences audibles à l'oreille. Voilà, et est-ce que je vais montrer autre chose ou pas? Ah oui, justement là-dessus, toujours sur cette même chose. Ça, c'est le même événement. Je disais, la qualité n'est pas super, la qualité de l'image. Mais je vous avais parlé des équations d'état des étoiles à neutrons la semaine dernière, et du fait qu'on ne connaissait pas bien encore l'intérieur des étoiles à neutrons. Eh bien, typiquement, ce type d'observation
où on a détecté la fusion de deux étoiles à neutrons qui se rentrent dedans et qui provoquent probablement, qui donnent naissance à un trou noir, hein, très probablement. Eh bien, vous avez ici ces deux étoiles à neutrons. Donc, vous avez la masse en fonction du rayon pour chaque étoile à neutrons, en rouge et en bleu ici, avec deux modèles différents, du même événement, l'événement dont je viens de parler, là, qui s'est passé le 17 août 2017 et qui a émis des ondes gravitationnelles. Eh bien, ce que vous voyez ici, c'est que ces deux étoiles à neutrons, elles ont des masses donc, détectées en ondes gravitationnelles qui sont entre 1,3 et 1,7 masses solaires pour la plus massive et entre 1,2 et 1,4 masses solaires pour la moins massive, avec des rayons qui vont entre 9 et 13. Voilà. Avec quelque chose qui est un peu plus probable, entre probablement 10 et 12 km de rayons. Donc ça, typiquement, ce sont des observations qui vont nous permettre de mieux connaître l'équation d'état, c'est-à-dire de mieux savoir quelle est la masse associée à tel rayon dans une étoile à neutrons. Et vous voyez qu'on est loin, en particulier, de la limite de trou noir. La limite de trou noir, c'est ça, c'est-à-dire que si vous avez, en gros, plus que 3 masses solaires dans un rayon de 9 km ou plus de 2,3 masses solaires dans un rayon de 7 km. Donc, tout ça, c'est vraiment lié à l'équation d'état d'étoile à neutrons. Et donc, il y a différents modèles possibles. C'est ces courbes que vous voyez ici. Là. Ce sont les différentes équations d'état qui sont du coup des équations d'état qui sont basées quand même sur la relativité générale, puisqu'on est sur des... et la mécanique quantique, puisqu'on est sur des corps qui sont dans des champs gravitationnels forts et en même temps avec des effets quantiques, en particulier sur l'étoile à neutrons. On utilise le fait que les neutrons sont des fermions avec le principe de Pauli. On est vraiment sur des cas compliqués quand même. C'est pour ça qu'on a du mal à prédire quel est l'intérieur de l'étoile à neutrons. Et donc, ce type d'observation permet d'avancer un petit peu sur la compréhension des équations d'état de ces étoiles à neutrons. Et je voulais aussi compléter, je crois que vous n'avez pas montré ça. Ça, c'est justement les différentes masses d'étoiles à neutrons détectées. Et vous voyez que les masses vont entre 1,1 et 2 masses solaires pour la plus massive. Et en fait, on détecte ces systèmes, on détecte ces masses dans des systèmes sur lesquels on peut calculer la masse par la troisième loi de Kepler, hein, tout simplement. Et donc là, on a des systèmes étoiles à neutrons naines blanches. Là, on a des systèmes binaires d'étoiles à neutrons, un peu comme celui dont je viens de parler qui a fusionné, mais là, on est sur des phases bien plus précoces, bien avant la fusion. Et on voyait qu'on a voilà, on peut déterminer comme ça différentes masses. Et là, vous avez un diagramme qui reprend les mêmes objets, mais ordonnés différemment. Et vous voyez les systèmes de binaires d'étoiles à neutrons, ce qu'on appelle les pulsars recyclés. Alors, les pulsars recyclés, ce sont justement ces étoiles à neutrons qui sont dans un système binaire avec une étoile normale et qui accrètent la matière de l'étoile et qui, du coup, sont accélérés. Donc, voilà, on a aussi leur masse. Et après, on a les bursters qui sont les systèmes pour lesquels on a de la matière qui tombe sur la surface de l'étoile à neutrons. Cette matière-là s'accumule et à un moment donné, il y a de la fusion thermonucléaire. Donc, on voit clairement une signature thermique qui est due à cette fusion thermonucléaire. Ça peut être des couches d'hydrogène ou un peu d'hélium qui fusionnent. Et puis, on a ces pulsars lents. Voilà. Et donc, tout cela, vous voyez, ils ont tous dans des systèmes très différents, hein, de nature différente. Les masses d'étoiles à neutrons sont comprises, en gros, entre 1 et 2 et quelques masses solaires. Et vous voyez qu'on n'a pas des masses solaires, on n'a pas des masses d'étoiles à neutrons supérieures, typiquement à 2,3 masses solaires. Et en fait, pour l'instant, il n'y a aucune équation d'état qui pourrait arriver à réconcilier 2,3 masses solaires avec ce qu'on connaît de l'intérieur des étoiles à neutrons. Donc ça, ce sont vraiment ce type d'observations, sont vraiment des observations très utiles pour pouvoir quantifier, pour pouvoir mieux contraindre l'intérieur de ces objets compacts. Et voilà, et donc dernier
dernier graphe que je voulais vous montrer, que j'avais omis de vous montrer la fois dernière, mais quand même très utile, c'est ce diagramme de pulsar binaire, où là, vous avez deux pulsars. Donc, deux étoiles à neutrons magnétisées qui tournent l'une autour de l'autre et qui sont détectées en radio. Là, c'est un pulsar binaire qui s'appelle PSR B1913 plus 16, et en fait, qui a été étudié dans les années 70, en particulier par Hulse et Taylor. D'ailleurs, on l'appelle souvent le pulsar de Hulse et Taylor. Ils ont eu un prix Nobel pour ça. En fait, ce que vous voyez ici, c'est peu à peu la perte d'énergie gravitationnelle par émission d'ondes gravitationnelles d'un couple d'étoiles à neutrons qui orbitent l'une autour de l'autre. Vous avez deux pulsars qui sont qui orbitent l'un autour de l'autre et qui, uniquement dû à la perte d'énergie gravitationnelle du fait de leur orbite l'un autour de l'autre, eh bien, peu à peu se rapprochent. Et il y a une formule analytique, d'ailleurs, formule analytique de Peters qui calcule la perte d'ondes gravitationnelles d'un système binaire et qui prédit comme ça quand est-ce que ce système va fusionner. C'est quelque chose qui est très long. Hein. On a sur des systèmes qui sont typiquement espacés de la distance Soleil-Mercure, deux trous noirs espacés de la distance Soleil-Mercure, donc des trous noirs assez proches tout de même, de l'ordre de 30 millions de kilomètres, eh bien, il leur faut à peu près de l'ordre du milliard d'années pour fusionner. Donc, il faut qu'ils commencent assez proches pour avoir le temps de fusionner dans un temps assez court. Et là, vous voyez donc les pulsars binaires, ils étaient en 1974 ici, quand ils ont été détectés. Et aujourd'hui, ils sont ici. Et ici, ça veut dire, enfin, même un peu plus bas maintenant. Ici, ça veut dire quoi? Ça, c'est le décalage de période cumulée. Ça veut dire que la période orbitale a perdu 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes, etc. Et aujourd'hui, donc, elle a perdu à peu près 60 secondes par rapport à la détection des années 70. Et donc, on peut prévoir comme cela la fusion de ces deux étoiles à neutrons qui aura lieu ici quelques centaines de millions d'années. Donc, c'est des choses comme ça qui peuvent être détectées de façon très précise du fait de la binarité d'un système. C'est parce qu'ils sont tous les deux dans un système binaire que, grâce en gros aux lois de Newton et en particulier à la troisième loi de Kepler, on peut calculer très précisément leur masse, du coup leur rayon par l'équation d'état, mais aussi on peut détecter précisément leur période et là, ici en plus la variation de période orbitale des deux systèmes. Donc après, on peut, en ajustant cette courbe de décroissance de période orbitale, on peut prédire quand est-ce qu'ils vont fusionner. Voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Oui, allez-y. Excusez-moi, peut-être que je me trompe, mais il me semble aussi qu'il y a une perte d'énergie par onde gravitationnelle du fait de la rotation des planètes autour du Soleil, non? Autour du Soleil, vous voulez dire? Oui, oui. Ah, ben, de toute façon, tout ce qui tourne perd de l'énergie gravitationnelle. Donc, oui, les planètes système solaire n'échappent pas à cette règle-là. Tout ce qui tourne autour d'un corps perd de l'énergie gravitationnelle. Même la Lune perd de l'énergie gravitationnelle en tournant autour de la Terre. Évidemment, l'effet est beaucoup plus petit. Vous avez raison, mais l'effet est beaucoup plus petit. Et en fait, là, cet effet est assez important sur les deux étoiles à neutrons parce que ce sont des corps très compacts qui sont sur des orbites assez proches. Donc, vous avez typiquement, là, vous avez deux masses solaires qui orbitent sur une distance qui est la distance Soleil-Mercure. Donc, forcément, la perte d'énergie est plus importante que si vous avez Mercure, qui est une toute petite planète qui tourne autour du Soleil, qui fait une masse solaire. Mais oui, oui, tout à fait, vous avez une perte d'énergie gravitationnelle. Je pourrais vous donner la formule analytique qui est assez longue, mais assez facilement compréhensible de ce calcul-là de perte d'énergie gravitationnelle. En effet, ça dépend uniquement de la masse des deux objets et de la distance orbitale entre les deux. Voilà ce que je voulais vous dire en plus sur ces systèmes. Et ça, je crois que je vous en ai parlé. C'est justement la variation de période orbitale, la variation de période de spin d'un pulsar par rapport à la période
à perdre du spin. Je crois que je vous en ai parlé. Je parle dessus. Est-ce que vous avez des questions supplémentaires? Tout va bien. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire en plus par rapport aux questions que vous m'aviez posées.